bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de Speaky. Donc aujourd'hui on va faire quoi? Alors on va regarder vite fait le code des interfaces graphiques que j'ai fait, hein, l'interface pour le client et pour l'administrateur. Mais on fera ça après avoir fait le test du logiciel. Voilà, donc pour commencer on va faire le test du logiciel. Alors, on avait dit qu'on aurait une petite gif, enfin on avait dit non d'ailleurs, j'ai décidé de le faire plutôt, pour l'administrateur. Bon bah c'est parti, hein, voyons à quoi ressemble. Alors je vous préviens d'avance, hein, je déteste les interfaces graphiques. Pour moi c'est obscur, je déteste ça vraiment, c'est horrible, j'aime pas faire ça. Mais bon là je me suis dit que ça pourrait être propre de le faire quand même, donc voilà, j'ai fait une petite interface graphique pas très belle, mais qui marche quoi, voilà c'est ce qui compte. Donc qu'est-ce qu'elle nous permet cette interface graphique? Bah pas mal de choses, hein. On peut voir les utilisateurs actuels, donc on voit qu'il y a Mathieu, Baptiste, Toto, Titi et Alfred. À chaque fois on voit le hash du mot de passe avec, hein. Donc voilà. Je peux ajouter un autre utilisateur, s'il n'est pas encore, hein, parce que souvenez-vous si je fais Mathieu et par exemple je sais pas moi, bah, voilà ce mot de passe là. Voilà, vous voyez, il veut pas le mettre, hein. Pas de souci. Donc maintenant on va mettre, je sais pas moi, voilà, attention, beaucoup d'imagination. Et on va ajouter, tac. Et là on voit que ça y est, on a un nouvel utilisateur. Bon, maintenant je vais retirer un utilisateur. Bon, bah, on va retirer l'utilisateur qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, tac. Hop là, vous voyez qu'on peut la retirer, hein, contre-retirer. Changer le mot de passe, donc là on voit que Mathieu, son mot de passe, il a ce H là. Donc on va lui changer le mot de passe. On va espérer que j'ai pas mis ce mot de passe là. Hop là, et on voit que le H a bien changé avec le mot de passe, hein. Bon bah au niveau des utilisateurs, c'est tout ce qu'on peut faire, hein, voilà. Vous pouvez appuyer le bouton si ça vous intéresse, on peut récupérer le fichier, le contenu. En fait ça c'est le contenu du fichier tout simplement, hein. Donc voilà, c'est le contenu du fichier users.db, voilà, qu'on avait créé. Et il y a aussi un aspect gestion de la base de données. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir le contenu de la base totale. Donc voilà, donc on voit que Toto a envoyé des messages vides, Toto a envoyé coucou tout le monde. Voilà, pas mal de petites choses comme ça, quoi. Ensuite, on peut voir le contenu en fonction d'un utilisateur. Donc je sais pas, on va voir pour Toto. Donc vous voyez que... Oh, pour Titi, tiens, non, il y a moins de messages. Voilà, et là vous voyez qu'on a que les messages de Titi. Alors qui s'affichent d'une façon différente, parce que au niveau du code, voilà, je les fais afficher d'une façon différente, mais c'est pas très grave. On voit bien que Titi a envoyé oui et toi. Et quand on voit tout le contenu, on voit bien qu'il y a un seul message de Titi qui est celui-là. Tout le reste c'est du Toto. Je peux vider les messages d'un utilisateur, donc on va vider les messages de Titi, hein. Voilà. Et maintenant, vous voyez que ça me dit une ligne affectée. Et maintenant, si jamais je vois le contenu de toute la base, et ben il n'y a plus le message de Titi. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte parce que si je fais ça, hop là, il me renvoie rien. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais on voit les petites requêtes, voilà, qui sont faites en même temps. Et maintenant, je peux vider la base totale. Donc là, 14 lignes affectées, et si je vois le contenu de la base, elle est vide. Voilà. Donc ça, c'était l'ID pour l'administrateur. Ma foi, elle est fonctionnelle, hein, donc c'est assez cool. En plus, là, ça s'étirera à l'infini, dans le sens où vous avez vu qu'il y a une scroll bar qui permet de descendre. Enfin, voilà, pas trop mal. Alors, c'est pas responsive parce que je sais pas faire. Enfin, c'est responsive dans le sens où vous voyez que au niveau élongation, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau raccourcissement, dès qu'on raccourcit, bon voilà, voilà, ça le devient plus. Mais déjà que j'ai du mal à faire du responsive quand on fait du web, alors quand c'est des interfaces graphiques comme ça, voilà. Je me suis pas vraiment attardé, j'aime pas vraiment ça comme je vous l'ai dit. Mais bon, je suis plutôt content du résultat. Voilà, donc pour l'administrateur, voilà ce qu'il a. Maintenant, on va lancer notre petit serveur. Tac. Et maintenant, on va aller voir la GUI du client. C'est parti. Alors, on va partir du principe que le serveur, donc voilà, on met l'IP du serveur, hein, donc moi je le mets en local, hein, il tourne en local actuellement, enfin sur toutes mes interfaces, mais je vais y accéder par l'interface locale. Mon nom d'utilisateur, bon bah on va prendre Toto, hein, le fameux. Et ici, son mot de passe, je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un mot de passe erroné pour la première fois, histoire que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez, bon, bah, petit message erreur, hein. Bon, c'est rien de fou, mais c'est toujours des petits détails assez cool. Alors, donc là, on est connecté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On a une indication sur qui on est. On a le gros bouton pour envoyer des messages. On peut se mettre en visible ou invisible. Et ça fait référence à ça, en fait. Ici, on peut faire actualiser. Alors, qu'est-ce que ça actualise? Il faut appuyer deux fois, hein. Il faudra que je cherche pourquoi il ne le prend pas du premier coup. Mais en gros, ici, on a la liste de tous les gens qui sont actuellement connectés. Vous voyez que pour le moment, il n'y a que Toto qui est connecté. Bon, maintenant, je vais lancer une seconde GUI. Ok.
Hop là, voilà, on lance une seconde guide et cette fois-ci on va se connecter avec Titi. Non, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc là on voit qu'il y a Titi, et si on actualise, on voit qu'il y a bien Toto et Titi qui sont connectés. Tac, voilà. Et maintenant, moi je veux devenir invisible. C'est-à-dire que je veux plus que les autres, donc genre là par exemple Titi, ils me voient connecté. Donc je fais invisible, je réactualise et on voit qu'on voit plus que Titi maintenant. Voilà. Il n'y a plus que Titi qui est là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut redevenir visible, hein, bien évidemment. Hop là, on me revoit. Et on peut envoyer des messages. C'est quand même le principe. Alors, avant d'envoyer des messages, ça on verra après, on peut déjà voir l'historique. Hop là. Donc on attend un petit peu. Et l'historique de la base de données est envoyé. Comme on avait vidé la base de données, on n'a rien. Maintenant, on va envoyer un petit message. Coucou Toto. Je t'ai vu. Et vous voyez que, alors ce qui est cool avec ce genre de zoom text, c'est qu'on peut faire du formatage. C'est-à-dire qu'on peut faire des retours à la ligne, des tabulations. Je sais pas moi. Ouais, donc si on voulait envoyer du code ou ce genre de conneries, on pourrait le faire, quoi. Voilà. Hop là. J'ai envoyé le message. Et là, on voit que, hop là, il y a un petit temps. Hein, souvenez-vous que dans les threads de réception, il y a une petite seconde pour éviter que, enfin, on met un petit temps d'une seconde de dodo. Enfin, on fait dormir le programme une seconde, enfin le thread une seconde à chaque fois, à chaque tour de boucle. C'est-à-dire qu'il ne tourne que 60 fois la minute. Autrement dit, il y a toujours un petit temps de latence au moment où on envoie le message pour éviter que le PC surchauffe. En fait, j'avais fait ça, si vous vous souvenez bien. Mais donc, vous voyez qu'on reçoit quand même des messages avec une toute petite latence, hein, et qu'on pourra diminuer si jamais on veut. Bon, on a bien reçu un message de Titi qui nous dit ça. Bon, maintenant, moi je sais pas, j'ai envoyé. Oh, oh, grosse imagination. Hein. Et vous voyez, pareil, les deux messages s'affichent bien. On peut faire effacer, on voit plus les messages. Et par contre, ah mince, canon. Je me souviens plus de ce qu'il m'a dit, parce que du coup, oui, ça ne fait pas une sorte de, comment dire, ça ne les met pas au-dessus et ça fait pas apparaître un écran ici. Hein. Non, non, ça efface vraiment tout, ça enlève toute la zone texte. Et donc, bah là, je veux voir l'historique. Et là, hop là, dans la base de données, on voit qu'il y a bien du coup le message qui a été envoyé à l'instant et ce message-là. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on voulait sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on peut voir l'historique, on peut se mettre visible, invisible, on peut faire participer plus de gens encore, hein, si je voulais faire participer encore un client de plus. J'ai jamais testé, tiens non. Donc là, ça va être une nouvelle, hein. On va faire tester, participer à une troisième personne. Mais avant d'aller faire participer une troisième personne, il va falloir qu'on crée un autre compte, parce que je me souviens plus des mots de passe, quoi que je vais tester. Hein. J'avais mis des mots de passe bidon. Donc bon. Non, c'était pas ce mot de passe là. Bon, c'est pas grave, on va aller, vous voyez, on va encore ouvrir un onglet. Hop là, on se met en route. Oui, alors si je suis obligé de mettre en route, c'est parce que le fichier users.db, donc la gestion des utilisateurs, je l'ai attribué à mon route pour éviter que, bon, là, il y a aucun souci de sécurité, hein, c'est des mots de passe bidons dans ces genre passe, mot de passe, ce genre de bêtises, quoi, donc on s'en fiche. Mais en fait, c'est juste pour que si jamais quelqu'un, enfin, si mon système est compromis, et qu'un attaquant est dedans pour éviter qu'il puisse lire les haches qui sont envoyées, à moins qu'ils soient route, mais s'il est route, bon, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi j'avais mis ça en route pour le logiciel d'administration. Hop là, on lance notre petite grille d'administration, et je vais mettre, ah oui, j'avais changé le mot de passe tout à l'heure pour Mathieu, j'avais mis MDP, mais on va le refaire, et on va mettre comme mot de passe un espace vide, voilà, bon, c'est peut-être cool, mais je vais mettre M plutôt, voilà. C'est parti, donc on a mis M comme mot de passe, tac, on quitte, on ferme celui-là, bon, tac, et là maintenant, hop là, je peux me connecter. Donc il y a une troisième personne qui est connectée, voilà, donc qui je suis, donc si j'actualise, on voit qu'il y a bien les trois qui sont là, pareil, hein, ça marche toujours pareil, hein, voilà, et je peux envoyer un message. Oh là là. Hop là, on envoie le message, et là vous voyez que tout le monde a reçu le message. Voilà, tout le monde, voilà, vous voyez que tout le monde l'a bien reçu. Si je fais l'historique, on voit qu'il a été ajouté. Et petit truc, j'ai mis 2-3 raccourcis si on veut envoyer quelque chose rapidement, donc si je veux continuer à taper sur mon clavier, donc comme je voulais qu'on puisse faire un formatage, j'ai pas mis le entrée, la touche entrée comme formatage, parce que vous voyez qu'on peut faire des lignes, on peut faire des tabulations, etc. Je voulais qu'on garde tout ça. Il y a une touche qui ne servait à rien, c'était échappe. Donc on peut faire échappe, et ça envoie le message à tout le monde. Vous voyez.
Maintenant, on peut voir que si jamais je quitte et qu'on actualise, je suis plus là. Qu'est-ce que voilà, bah ma foi, en fait, voilà, c'est fini, hein. On a vu la GUI, on voit que tout est fonctionnel, qu'on peut être plusieurs à se connecter une fois qu'on a un compte, que le panel d'administration est fonctionnel. Je pense qu'on va pas faire durer plus longtemps, on va voir éventuellement un petit peu le code, puis ce sera tout. Voilà. Alors pareil, chose très importante, on voit que les programmes se ferment proprement. Alors il y a peut avoir une petite seconde de battement. Tiens, non, on va la voir d'ailleurs, je vais vous la montrer, la seconde de battement. Tac. Là pareil, j'ai mis la touche entrée, qui nous permet d'avoir un petit raccourci, hein. C'est des trucs tout bêtes, mais voilà, c'est toujours sympa. Et là vous voyez qu'il y a un peu de battement. Tout simplement parce qu'en fait, si vous vous souvenez, dans le client, il a aussi un certain temps. Donc on va retourner sur le client, tac tac tac. Vous voyez qu'il y a un endroit où j'avais mis un certain temps où il fait dodo. C'est dans laquelle partie? Ah non, voilà, c'était là. Il y avait un timeout. Voilà, ici. Vous voyez qu'il y avait un timeout de 3 secondes. Autrement dit, je vous avais expliqué que le client, il pouvait mettre jusqu'à 3 secondes à se tuer une fois qu'on ferme le programme. Et bah voilà, c'est les fameuses 3 secondes de latence qu'on voit quand il se ferme. Mais il se ferme très proprement, il faut juste attendre quelques petites secondes et ça va. Ensuite, on voit que bon, bah, ça, je répète, hein, le serveur, pour le moment, il n'est pas fonctionnel, il met un affichage qui est très anarchique, mais à vous de faire vos logs si vous voulez, hein. Vous voyez qu'on a bien les nouveaux clients qui sont là, à chaque fois qu'on fait des requêtes sur la base de données, on voit bien les requêtes, enfin, les clients voilà, les clients qui sont arrêtés, tout ça, tout ça. Et bah maintenant, on va voir du coup, comme je vous disais, le code tout d'abord du panel d'administration et après du client. Alors je sais pas combien de temps j'en suis, je vais vous dire ça, excusez-moi, c'est pas propre, mais c'est pas grave. On en a 11 minutes. Bon, bah, ça me laisse aller, on va dire, un bon quart d'heure encore. Alors, la GUI, l'interface graphique, je la fais avec Tkinter. Tkinter, ça fait pas partie de la librairie standard de Python, malgré que la plupart des modules, enfin malgré que la plupart des systèmes ont déjà Tkinter inclus quand vous installez Python, parce que bah, c'est le moyen, je pense, le plus puissant pour faire des interfaces graphiques. Il y a lui, il y a PyQt aussi. Euh, bon, alors là, vous voyez qu'il met une petite erreur, mais Tkinter existe, vous pouvez l'installer comme ça, et sinon, vous pouvez l'installer, je crois, comme ça. Bon, dans tous les cas, moi je l'ai déjà installé, vous voyez, mais ah non, bon, c'est plus comme ça. Bon, enfin, vous verrez sur internet, hein. Mais il y a plusieurs moyens d'installer Tkinter. Moi, je vous ai montré avec pip, parce que c'est ce que je fais toujours pour installer des modules Python. Voilà. Une fois que vous avez ça, Tkinter, c'est très simple. Pour faire une fenêtre, vous faites appel à TK. Alors, TK, pardon, excusez-moi, celui-là, voilà. Là, en fait, j'importe mon module, sauf que Tkinter, sait moi écrire, donc je l'importe comme étant TK, donc j'aurais pu qu'à écrire TK à chaque fois. Et si je l'ai importé comme ça, que j'ai pas tout importé dedans, c'est parce que je connais pas encore bien ce module, et je fais pas souvent des interfaces graphiques, et du coup, quand je connais pas bien un module, je préfère l'importer de cette manière, c'est-à-dire faire un import comme ça et pas un from import all, enfin import étoile, hein, ça veut dire all pour moi, parce qu'en fait, ça me permet du coup de bien voir quoi appartient au module. C'est-à-dire que là, par exemple, j'hérite de la classe TK du module TK. Vous voyez, je sais exactement de quoi j'hérite. C'est pareil pour scroll text, même si c'est long, à chaque fois de mettre scroll pour quelque chose, bah, j'ai fait comme ça. J'ai importé comme ça. Alors, donc, comme je vous disais, Tkinter, c'est le module principal, on en a besoin pour faire le fenêtrage. Tkinter.scrollText, c'est un autre module qui est dans Tkinter, parce qu'en fait, oui, ça c'est plutôt alors, si on voulait être exact, ça c'est plutôt une sorte de package dans lequel il y a plusieurs modules. Et là, dans le module principal, enfin, dans le paquet, oui, dans le module principal, j'importe tout. Et là, ensuite, j'importe le package, enfin, le module scrollText du package Tkinter, et je l'importe comme étant scroll. Alors, pourquoi Tkinter, ils ont fait un petit module scroll text, c'est parce qu'en fait, c'est un peu chiant dans Tkinter de faire comment on appelle ça, des, des barres de scroll justement, enfin des barres de défilement. Voilà. C'est un peu relou parce qu'en fait, il faut s'y connaître un petit peu, il faut appeler un objet un objet scroll justement, scroll bar, un objet texte, lier les deux, etc. Bon bah eux ils se sont dit, on va simplifier la vie des codeurs, des programmeurs, et on va leur faire directement un widget. Alors les widgets, c'est tout ce qu'on a en fait, hein, tout ce qui est dans une fenêtre. Par exemple là, le champ de texte, là le petit bouton c'est un widget, tout ça c'est des widgets. Enfin, dès qu'il y a un truc qui est utilisable à l'écran, c'est un widget. Et ben en fait, ils se sont dit on va leur faire directement un widget où il y a une zone texte accompagnée d'une scroll bar sur le côté. Vous voyez, un petit peu comme là, j'ai une zone texte où je peux écrire et une scroll bar sur le côté. Ben voilà, ben en fait ça s'apparente un petit peu à ça.
Ensuite, bon, bah, ça c'est mes modules à moi, hein. J'importe tout de manager et j'importe tout de DD message. J'hérite de TK, alors TK qui permet de faire une fenêtre, hein. Et qu'est-ce que je fais dedans? Je crée mon constructeur, auquel je passe juste un nom, mais qui sera par défaut panel d'administration de Spiky, hein. Bon, voilà, ça, c'est toujours des petits détails que je fais, j'aurais pu le faire autrement, mettre le nom dans une constante ou je ne sais quoi, bon voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je mets un attribut qui sera mon objet manage user, ce sera ma classe manage users, et ma classe DB message aussi. Je fais mon héritage, donc j'hérite du coup de TK. Ensuite, et là c'est là qu'il faut connaître un petit peu le module, une fois que j'ai hérité, il y a pas mal de méthodes que je peux appliquer sur moi-même. Donc pour commencer, je peux appliquer une méthode title. Bon, c'est pas très compliqué, ça attribue un nom à la fenêtre. Resizable, il prend deux paramètres. Le premier, c'est... Alors, resizable, c'est pour savoir si on peut retailler ou non la fenêtre. Alors, ce que j'appelle retailler, c'est ça, justement. Vous voyez, là, le fait qu'on puisse faire... Voilà, ça, c'est... On retaille la fenêtre. Le premier, ça doit être en X, donc en abscisse, dans ce sens-là. Est-ce que je peux la retailler dans ce sens-là? Et le deuxième en Y. Est-ce que je peux la retailler dans ce sens-là? Moi, j'ai mis vrai et vrai pour les deux. Hein. Vous pouvez mettre faux et faux et définir une taille par défaut, etc. Pas de problème. Alors, ces deux choses-là sont extrêmement importantes, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre exactement leur signification. Donc je vais vous expliquer leur signification pour moi. En fait, ça permet de donner on va dire des paramètres à notre fenêtre. Et en fait, quand on place nos widgets, il y a plusieurs manières de les placer, notamment une qui s'appelle la grid. Alors grid, c'est quoi? En gros, on va considérer que votre fenêtre, c'est un grand grillage, et que c'est à vous de définir combien vous voulez de grilles, combien vous voulez de lignes, et combien vous voulez de colonnes. Et du coup, en fait, elle se rajoute au fur et à mesure, hein. Vous n'avez pas à définir par avance, hein. Vous n'avez pas, en fait, finalement, c'est assez flexible comme truc. Vous pouvez rajouter des lignes, des colonnes, etc. C'est super cool. Et le truc, c'est pour faire quelque chose d'assez responsive, justement, pour que ça s'étende, etc., comme on veut. L'un des moyens, c'est de mettre ces deux lignes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je lui dis que dans ma ligne, weight égale 1, ça veut dire que ça va prendre toute la place pour la ligne 0. Et là, pour la colonne, pareil, la colonne 0 prendra toute la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je vais retailler ma fenêtre, toute la place qu'il y aura en plus va être attribuée à la ligne 0 et à la colonne 0. Voilà, c'est ce que j'ai compris moi. Ça, ça permet du coup en fait de faire quelque chose d'assez responsive et que les boutons en fait, comment dire, ils aient une taille quand même qui évolue quand on bouge la fenêtre. Alors ça marche bien dans un sens, c'est-à-dire qu'en étant la fenêtre ça marche bien, quand on la referme, enfin quand on la diminue ça marche moins bien. Donc ça fera que je fasse des petites recherches si j'ai envie de faire des applications plus propres. Bon, on passe à la suite. Alors tout ça c'est quoi? Quand vous avez des zones de texte dans votre programme, en fait il va falloir une variable spéciale qui est définie par Tkinter, qui va en fait lier votre zone de texte à une variable normale. Et ces variables en fait ça s'appelle des string var justement. C'est un objet en fait qui va contenir la chaîne de caractères contenue dans l'objet. Donc par exemple, imaginons là j'ai une fenêtre. Voilà. Là j'ai une fenêtre, vous voyez, je peux écrire dedans, etc. Dans le logiciel Sublime Text. Et bah on peut imaginer que si ça avait été fait avec du Tkinter derrière, tout ça, tout ce contenu-là, en fait, tout ce que j'écris là serait contenu dans une variable string var justement. Et là, j'en ai besoin pour un peu tout. Là, j'en ai besoin pour à chaque fois que je veux mettre un nouveau login, le passeport, enfin, dès que j'ai une zone de texte, en fait, je l'ai là. Voilà. Je les ai mis comme étant des attributs tous. Vous verrez pourquoi après. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une police. C'est-à-dire une police, vous voyez ce que c'est, hein, genre l'écriture. Voilà, c'est peut-être plus clair. Alors en fait, dans Tkinter, il a besoin de quoi là pour la police? Il a besoin du nom de la police. J'en ai pas mis parce qu'en fait par défaut il va chercher celle par défaut du système d'exploitation, donc c'est plutôt cool. Et ensuite une taille. Et moi en fait c'est juste que j'avais besoin d'avoir une taille un peu plus grosse pour les titres. Voilà. Allez, c'est parti pour les widgets. Qu'est-ce que je fais? Je fais un label. Un label c'est quoi? C'est une zone de texte mais qui ne sera pas modifiable. C'est-à-dire qu'en fait vous écrivez quelque chose à l'écran. Genre par exemple, je sais pas moi, là ici, ça c'est un label, vous voyez? Quelque chose d'écrit mais je peux pas le modifier moi. Voilà. Donc je fais un label, voilà, je fais plusieurs labels, et là, en fait, je vais pas vous détailler tout ce que je fais, je vous montre juste le label, et comment je le place ensuite. Comment je le place? Je crée mon objet label, donc je lui passe la fenêtre au-dessus, donc c'est-à-dire la fenêtre à laquelle il va se rattacher, bah c'est mon self, puisque j'ai hérité finalement de ma fenêtre principale. Je lui passe un texte que je veux qu'il écrive, et ensuite la fonte, donc la police, voilà. Et ensuite, comment je vais placer cet objet-là, donc cet objet label, hein, je vais le placer avec la méthode grid. Grid, c'est génial ce que je vous disais, ça permet de placer en fonction voilà, d'une ligne et d'une colonne. Donc lui, je veux qu'il soit, en fait, finalement, je veux que ce soit le plus en haut à gauche comment dire, de mes widgets. Donc je le place à la ligne
1 et à la colonne 1. Et colonne span, c'est pour dire, en fait, imaginons, j'ai un quadrillage euh, bah, regardez celui-là. Tiens, c'est tout bête, hein, mais regardez celui-là. Là, tout en haut, j'ai un label, on voit qu'il prend toute la taille, ici, et 3 boutons ici, bien évidemment, mais le label qui prend toute la taille. Et là, vous voyez que j'ai un bouton là, un bouton là, un bouton là, etc. Et ben, en fait, si je veux les placer, tous ces boutons, je peux dire que ça, par exemple, c'est la ligne 1 et la colonne 0, ligne 1, colonne 2, ligne 1, colonne 3, colonne 4, colonne 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que ici, si je le place en ligne 0, colonne 0, il va se mettre juste là. Moi, j'aimerais bien qu'il s'étende, vous voyez, sur toute la longueur. Et bah, du coup, je lui donne un column span, c'est-à-dire sur combien de colonnes il peut s'étendre. Et là, je dirais par exemple 11 colonnes, parce que 10, ça arrive là. Et ben si je veux que s'étende sur tout, c'est-à-dire 11 colonnes, vous voyez. Donc c'est ça le column span. Il y a la même chose pour les row span. Et Sticky, c'est un truc super génial, pareil, hein, pour placer encore plus finement ces widgets. On lui passe une valeur, donc soit N, soit W, soit S, soit E, qui veulent dire nord, ouest, sud, et, enfin south et est. C'est en anglais, hein, c'est nord, sud et ouest, quoi. Voilà. Et là, moi, je place on peut lui passer plusieurs valeurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut le placer en, par exemple, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, voilà. Et quand on lui en passe plusieurs comme ça, là, je lui passe nord, donc nord, sud, est, ouest, ça veut dire qu'en fait, je veux qu'il prenne toute la taille euh, de la zone où il est. C'est-à-dire qu'en fait, il s'étende dans tous les sens jusqu'à rencontrer un widget qui n'est pas lui et du coup sur lequel il ne doit pas s'écrire. Voilà, c'est ça, Sticky. On fait la même chose en fait pour tous ensuite, hein. Vous voyez que là on fait la même chose pour tous, on a un autre label, et là on a une entry. Bon, c'est la même chose, sauf que l'entry, elle part en paramètre non pas un texte, mais une text variable. C'est en fait, c'est ce que je disais, c'est la variable dans laquelle on va être stocké ce qu'on écrit dans la zone de texte, donc dans l'entry. Donc là par exemple c'était pour mon login, et ben je l'ai mis dans la variable addLogin, vous voyez, donc qui est une string var, souvenez-vous. Je fais le même placement, etc. Mes placements c'est tous les mêmes. Et on va s'attarder sur un dernier widget, le bouton. Voilà. Le bouton, en fait, il prend quoi? Pareil, fenêtre du dessus, donc où est-ce qu'il se met? Un texte ou un texte variable, hein, si vous voulez faire un bouton comme moi, ou quand j'appuyais tout à l'heure, ça faisait visible, quand on appuie ça devient invisible, et ensuite trop visible, etc. On peut mettre un texte variable, pour ensuite programmer le changement de texte, mais moi je mets juste un texte ici parce que ça ne changera pas. Donc retirer, ce sera le bouton retirer. Et ensuite on lui passe en paramètre commande le callback de la fonction qu'il exécutera. Enfin, voilà. Donc le callback c'est quoi? Alors le callback en fait c'est une référence à une fonction ou une méthode, enfin en tout cas à quelque chose qui est appelable. Donc une fonction, une méthode, une classe, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui passer avec des parenthèses, parce qu'en fait quand on mettra des parenthèses, c'est-à-dire qu'il s'exécute. C'est-à-dire que quand il arrivera là, il exécutera cette petite fonction-là, cette méthode-là. Et à chaque fois qu'on l'appellera, il exécutera aussi. Sauf que si on lui passe le callback, c'est parce qu'ensuite, à l'intérieur du button, enfin de la classe button, quand on va appuyer sur le bouton et qu'on va exécuter la commande, lui ce qui va se passer, c'est qu'il va écrire ça. Il va faire commande, et hop là, il va lui-même mettre les parenthèses. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, si jamais on mettait les parenthèses là, c'est-à-dire qu'il mettrait deux parenthèses, ça marcherait mal. Voire ça marcherait pas du tout. C'est pas fait pour ça. C'est justement un callback, comme je vous disais. Et du coup, on va juste aller voir le bouton remove ce qu'il fait. Donc, là, j'ai mis une petite méthode qui est rem, self.rem, voilà, qui est là. Alors, je lui ai passé donc self pour dire que c'est une méthode. Et ensuite, event égale none. Alors en fait, comme de base, le bouton, enfin quand on appuie sur button, il ne passe pas d'argument. Il faudrait rajouter des paramètres pour ça, mais moi, il n'y a pas d'argument à passer ici à ma fonction. C'est-à-dire qu'en fait, il va l'exécuter comme ça, comme je vous disais. Oh, excusez-moi, tac. Il va l'exécuter comme ça, et il va pas mettre arg égale 1, etc., arg2 égale 2, voilà, il va pas mettre ça. Ça veut dire que je rajoute des paramètres quand j'appelle mon bouton, mais moi j'en ai pas besoin. Mais en fait, j'ai quand même mis event égale none pour quelque chose. C'est que quand on veut faire un callback pour un bouton, il ne faut pas de paramètres, c'est-à-dire qu'il n'en passera pas, donc il ne faut pas qu'il attende un paramètre, donc il ne faut pas que je mette ça. Mais en même temps, quand on veut faire un raccourci, donc un raccourci pour une touche, et ben là par contre, il attend comment on appelle ça, le petit paramètre event, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un raccourci clavier et non pas un bouton, le raccourci clavier va marcher un peu comme le bouton, mais va donner en paramètre à son callback un event, c'est-à-dire qu'en fait, il va l'appeler comme ça. Il va appeler le raccourci, il va l'appeler en mode commande, tac, et event. Et donc en fait, comme il passe un événement, mais moi je m'en sers pas ensuite dans ça, mais comme il en passe un, pour pas qu'il y ait d'erreur qui soit levée, et ben en fait je lui mets directement un argument optionnel qui peut passer, comme ça vous voyez, il lui passe, il n'y a pas d'erreur, tout s'exécute bien. Bon, et par exemple si on prend le code de run, qu'est-ce qu'elle fait run? Alors, si self.user.run compte de self.runLogin.get, alors self.runLogin, souvenez-vous, c'est la string var, enfin c'est la variable spéciale de TK
qu'on associe à un champ de texte pour récupérer. Et donc là, en fait, la méthode .get, elle permet de récupérer justement le contenu de cette entrée. Donc je dis qu'en gros, si jamais on récupère ce truc-là, on le passe à run compte et que c'est vrai, donc si jamais on a réussi à enlever le compte, et ben je vais mettre la variable reus à contre-tirer. Donc ça, reus, je vais vous expliquer après. Et sinon, reus, je le mets à compte inexistant. Et ensuite, à la fin, je fais self.varUser, c'est pour mettre à jour le champ où vous voyez ici, là, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce champ-là, pour qu'il se mette à jour automatiquement après que je retire un utilisateur. C'est-à-dire là, je retire un utilisateur, bam, il se met automatiquement à jour. Vous voyez? Et vous voyez que là, il y a marqué contre-tirer, justement. Donc self.runreus.set contre-tirer. Et sinon, si jamais ça marche pas et qu'il peut pas retirer le compte, donc Baptiste par exemple, ouais voilà, on s'en fout. Attendez. Mince. Ah si, oui, je me souvenais. Ah, c'est vrai, mince. J'avais pas codé ça. Run compte, je m'en souvenais pas, mais je l'avais pas codé. J'avais pas codé le fait qu'elle retourne faux si jamais le compte est inexistant. Ça faudra que je rajoute, voilà, c'est une petite feature. Et j'avais préparé ça parce que je me suis dit que je le coderais avant de finir la série. Bon, je le ferai peut-être pas, on s'en fiche, c'est un petit détail. Mais si jamais il retournait faux, ça mettrait compte inexistant. Et alors pourquoi ici, alors du coup on voit ici que la variable spéciale, je get son contenu, mais on peut aussi lui set un contenu, donc lui mettre un contenu à la variable spéciale, c'est-à-dire lui donner une valeur. Et ici, ma variable spéciale runReus, on va la voir ici, hein, vous voyez que c'est une variable spéciale, tac, c'est une string var, je lui mets un contenu, donc j'utilise la méthode .set pour mettre contre-tirer. Pourquoi? Parce qu'en fait cette variable runReus est associée au champ, voilà, ici, est associé au label, donc souvenez-vous, un label c'est une zone texte où c'est pas à nous de mettre le texte, il est associé à ce label-là, où ce label-là, en fait, il prend un texte variable, c'est-à-dire un texte qui peut varier justement, donc une variable spéciale, donc la variable string var, et en fait, ici, il affichera le contenu de la variable, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à retirer le compte, il mettra contre-tiré, quand on n'arrive pas, il mettra compte inexistant, et c'est pas un texte qui est, invariable, il peut changer ce texte-là, parce que c'est justement c'est un texte variable, et qu'ici on lui passe une variable spéciale de taking, enfin plutôt c'est une classe en vrai, un objet spécial takinter prévu à cet effet-là. Voilà. Ma foi, ensuite il y a pas mal de petites autres méthodes qui sont appelées pour voir le contenu de la base de données quand on appuie sur le bouton, enfin pas mal de petites choses, vous voyez. Et ensuite, le fameux if name égale main, donc si on l'appelle dans le programme principal, on fait tourner la boucle. Alors pourquoi en fait on crée l'objet? Et ensuite, il y a une méthode .mainLoop sur un objet TK qui permet en fait de lancer la boucle d'exécution de la fenêtre, voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour l'administration, on a fini. Et je vais être honnête avec vous, on va pas faire le client parce que c'est très long, mais pour le client, c'est exactement la même chose. Je prends mon TK, enfin mon takinter, je prends mon takinter.scrollText, je prends threading pour faire des threads, pour exécuter des threads quoi en parallèle, et j'importe sleep de time pour faire dormir mon programme. Je prends tout de mon module client et roule ma poule, hein, on est parti. Hein. Bon, ce que je peux vous montrer de plus, c'est que je lui passe une géométrie. C'est-à-dire que je lui dis que certes il est resizable, mais que de base il va avoir cette taille-là, donc 720 par 640. Bon, il passe un nom encore une fois. Pareil, le reconfigure pour que ce soit à peu près responsive. Voilà, alors là, ça c'est parce que c'est le fameux bouton visible-invisible. Cette fois-ci, au lieu de lui passer un texte inchangeable, je lui passe justement une variable spéciale que je mets à visible au début, parce que le bouton, au début, on est visible. Hein. Et ensuite, quand on appuiera, on mettra une autre valeur, on mettra invisible à celui-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, hein. Les widgets, ils sont tous là parce qu'en fait, je prévois certaines méthodes pour qu'on puisse détruire un widget ou deux, enfin, ce genre de bêtises, quoi. Là, c'est un autre placement. C'est parce qu'en fait, au tout début, grid, je l'avais jamais utilisé, donc je savais pas comment faire. Et du coup, j'utilisais la méthode place. Mais je le bannis ça, mais c'est juste pour vous montrer. Place, elle fonctionne comment? Alors, vous voyez que du coup, là, je définis mon label avec la même chose, la police, etc. Je le mets dans ma liste widget, et j'utilise ma méthode CenterX que j'ai faite, où je lui passe ma fenêtre principale, mon label, et ensuite, où est-ce que je le place en Y, c'est-à-dire en ordonnée. Et CenterX, comment elle fonctionne? Je vous montre juste ça parce que c'est une seconde manière de coder les choses, hein, enfin de placer les widgets plutôt. En fait, CenterX, de base, le widget, on va prendre son coin en haut à gauche, et quand on fait la méthode .place, on va placer le coin en haut à gauche du widget
à l'endroit où on le dit, c'est-à-dire au X et au Y. Par exemple, si je veux le placer tout là, mon widget qui occupe ça, tac tac, vous voyez, et ben je vais dire que je place en 0 0 parce que du coup le coin en haut à gauche de mon widget, il sera placé là. Mais moi, la plupart du temps, on a besoin de centrer un widget au lieu de le placer en haut à gauche, je ne sais quoi. Donc en fait, j'avais fait une petite méthode directement où je récupérais la taille de ma grande fenêtre que je divisais par 2, ça me donnait le X. Et ensuite, en place, elle prend quoi? Elle prend un X, un Y et une encre. Alors l'encre, c'est quoi? C'est où est-ce que je place le widget par rapport à ma flèche en fait. Donc là, je le place en X ici, en Y ici, et TK.center, c'est pour dire que bah, je finis de le centrer comme... Enfin, c'est que je pars du centre de mon widget. C'est-à-dire que... je vais prendre un exemple avec mon admin Guy. Voilà. Vous voyez que là, j'ai le widget bouton. De base, on part de ce point-là, je vous ai dit pour le placer. Et ben en fait, quand on met encore égale tk.center, c'est-à-dire qu'au lieu de placer cet endroit-là, je place le centre pile poil de mon widget. Et donc si je mettais en placement en 0, 0, il se placerait pas tout pile ici, mais il y aurait le centre du truc qui serait placé là. Autrement dit, on verrait un quart du bouton, quoi. Voilà. Mais ça, si je devais mettre à jour, j'enleverais toutes les méthodes point place et je les remplacerais par des grids. Parce que les grids, c'est beaucoup plus propre. Voilà. J'avais fait aussi une méthode place pour me simplifier, où je plaçais directement avec l'encre qui était en TK pour Center, enfin voilà. Bah ma foi, j'ai fini pour les interfaces graphiques, hein. Le code sera sur GitHub, donc si vous voulez vous amuser à regarder plus précisément les interfaces graphiques, parce que c'est vrai que je suis allé vite, et que pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça a dû être assez indigeste. Mais j'espère que dans ce cas-là, si ça a été indigeste, vous êtes accroché, ou alors que vous êtes contenté de la première partie de démonstration avec l'interface graphique. Speaky, c'est fini, donc c'était le dernier épisode. Bientôt, il y aura soit une nouvelle série qui viendra, soit un nouvel un nouvel un nouveau logiciel à coder sur Encode 1. Mais je pensais plutôt faire une nouvelle série. Je sais pas, par exemple, j'avais pensé à quelque chose, c'était bon, j'ai pas encore le nom, hein, mais en gros, où on explique en vidéo, pendant un temps donné, hein, je sais pas moi, on se dit une demi-heure, trois quarts d'heure, une partie du noyau Linux, ou une partie d'un programme existant. Alors si j'avais pris le noyau Linux en exemple, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose de très gros le noyau Linux, hein, il y a des, des millions de lignes de code, et que quand on va fouiller un petit peu dedans, qu'on regarde, on comprend rien, parce que ça fait appel à des fonctions qui sont codées dans d'autres fichiers, qui elles-mêmes font appel à des fonctions codées dans d'autres fichiers, enfin voilà quoi, il faut revenir à la base, vraiment de la base pour comprendre quelque chose, et encore comprendre à peu près, parce que c'est très compliqué. Mais du coup, j'avais pensé à ça pour faire des explications grossières, hein, parce que je m'y connais pas beaucoup, hein, mais des explications grossières sur le noyau Linux, ou alors sur d'autres programmes. Je sais pas, par exemple, on va sur Internet, on se dit, j'adore la commande ls. Voilà, la commande ls, c'est vraiment une commande incontournable, on en a toujours besoin. Et ben c'est parti, on va aller voir le code de la commande ls. On va faire github ls commande, tchac. Je pense on doit l'avoir, hein, c'est du libre, donc voilà. Github ftls. Bon, je sais pas si je le trouverai là, hein. Ah voilà, la commande ls. Vous voyez, my own, sa propre implémentation de la commande ls en utilisant C. Bon, c'est pas grave, mais en gros, pour faire très simple, on va dire que ça c'était le code officiel, hein, voilà. Et genre par exemple, on ouvre le code s'il vous plaît. Ah non, il l'a pas mis là, c'est juste une explication. Ça va être dans source, je suppose. Voilà, il va y avoir ces sources-là. Et par exemple, on va dire, on va aller expliquer le main, voilà. Donc on prend le main, on regarde le code, et là on explique. Il y a quoi dans ce FT, justement, ls.h, qu'est-ce qu'il va chercher, le main ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi ce type de variable là? Pourquoi il a un entier i qui est là? Quoi il lui sert ensuite? Pourquoi il fait une sorte de cast bizarre là en void? Enfin, vous voyez, c'est quoi flag handler? Vous voyez, tout ce genre de conneries. Mais on prend un code existant et on l'explique. Voilà. Comme ça permettra de faire, mais plutôt du bas niveau. Pas forcément du Python, ce genre de choses, plutôt du bas niveau, genre par exemple du C, de l'assembleur, voilà. Des choses pas très compliquées, mais qui sont quand même bas niveau. Donc dites-moi si ça vous botte. Bon, je sais que vous n'êtes pas nombreux pour le moment, donc je risque pas d'avoir de réponse, hein, mais on sait jamais, un jour peut-être qu'on sera nombreux, et dans ce cas-là, dites-moi si ça vous botte. Et sinon, j'avais d'autres idées de vidéos, enfin d'autres idées de logiciels. Actuellement, on a recueilli un petit chaton, bon ça c'est ma vie, hein, mais du coup je vais faire un petit logiciel pour suivre l'évolution de son poids, le nombre de tétés qu'il prend, vous voyez, ce genre de petites conneries en mettant sur une interface graphique, en mettant aussi des courbes pour dire si oui ou non il est dans la normale, si son poids augmente, etc. Donc j'avais ça aussi, vous me direz si ça vous intéresse que je le présente, et puis sinon je reviendrai avec un autre Oncode 1 bientôt. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Là, ça fait 34 minutes. Et ben, je pense que je vais vous dire au revoir et à bientôt. Allez, bye bye.